RMC 2022, les matins présidentiels, Salia Braclia, Marc Pauvel. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à vous. 9e invité des matins présidentiels de France Info. Vous répondrez tout à l'heure à partir de 9h aux questions des auditeurs et des téléspectateurs. 0809 40 41 42. Vous pouvez continuer à nous appeler. C'est au prix évidemment d'un appel local. On va parler de votre programme dans quelques instants. Anne Hidalgo, d'abord la situation en Ukraine. Hier, le premier ministre polonais a estimé qu'Emmanuel Macron avait tort de continuer à parler avec Vladimir Poutine. On ne négocie pas, dit-il, avec Hitler, avec Staline ou avec Pol Pot. Est-ce que vous dites la même chose ? Je ne dis pas la même chose, bien sûr, mais ce que je dis, c'est qu'il faut être beaucoup plus ferme avec Poutine et que, bien sûr, que le dialogue est nécessaire, mais il faut imposer un rapport de force. Et ce rapport de force n'est pas suffisamment imposé. Je pense maintenant qu'il faut arrêter tout ce qui a trait aux importations de gaz russe. C'est un gaz de la honte parce qu'il finance la guerre contre l'Ukraine et il faut arrêter. On a eu hier une avancée et une parole importante de la ministre de la Défense allemande qui laissait envisager cette possibilité-là. Il faut vraiment que Emmanuel Macron, président français et président aussi aujourd'hui l'Union européenne, soit beaucoup plus allant, beaucoup plus fort sur cet embargo vis-à-vis de ce gaz russe. Vous dites aux Français, il va falloir faire des sacrifices au nom de la paix, au nom de la solidarité avec l'Ukraine. En fait, bien sûr qu'il faut poser la question de l'humanité, la question de notre propre sécurité. Vous savez, c'est pas en cédant à Poutine, en cédant à son chantage aussi sur le paiement de ce gaz en roubles, qu'on va maintenir la paix. C'est en étant forts, unis, en prenant des sanctions qui amèneront Vladimir Poutine à arrêter le plus vite possible cette guerre, que nous serons forts, que nous nous protégerons et que nous nous protégerons aussi en limitant dans le temps les effets de cette guerre. Et donc, pour les efforts des Français et des Européens, évidemment qu'il faut mettre en place au niveau européen tout le matelas de protection nécessaire. Je l'ai évoqué déjà depuis de longs mois. Il s'agit de baisser les taxes sur la TVA. L'Espagne vient de le faire aussi. La TVA sur l'essence. Il s'agit aussi de bloquer temporairement les prix des énergies qui sont des réponses immédiates. Et puis, parce que c'est aussi une réponse rapide, se lancer dans un plan qui doit pouvoir être soutenu au niveau européen sur notamment toute la rénovation des bâtiments, des logements pour que d'ici l'hiver prochain, et c'est jouable, d'ici l'hiver prochain, on ait réduit la facture par l'isolation des logements. Donc voilà les mesures que Emmanuel Macron devrait porter avec beaucoup plus de force que ça n'est fait aujourd'hui. Anne Hidalgo, est-ce que si on se prive du gaz russe, il va falloir s'approvisionner ailleurs? Jean-Luc Mélenchon explique que ça sert à rien car on va passer du gaz russe au gaz de schiste américain et donc la dépendance est à la rigueur la même chose. Oui, bien sûr. Et Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs ne veut pas aider les Ukrainiens, considère que l'agresseur c'est Poutine et il dit qu'il est non aligné. L'OTAN et pas Poutine et il nous explique effectivement que il faut laisser les choses aller comme elles vont, c'est-à-dire laisser finalement Poutine commettre ses crimes de guerre. Il est en train de commettre des crimes de guerre en Ukraine. Il dit pas ça Jean-Luc Mélenchon pour être... Mais il faut évidemment ne pas suivre cette voie et je n'y reviens pas. Il faut absolument avancer et bien sûr aller chercher du gaz en Algérie, du gaz américain et beaucoup d'autres solutions pour accélérer la transition écologique. Tant pis si c'est du gaz de schiste. Non, attendez, je crois que ce matin, il y a aussi un rapport du Conseil d'analyse économique qui explique qu'en fait l'impact de l'embargo serait relativement faible sur nos économies. Donc c'est ça aussi qu'il faut commencer par dire et je pense qu'on doit pouvoir effectivement et on doit absolument au nom quand même d'une éthique, au nom de notre propre protection en tant que Français et Européens, sortir de cette dépendance au gaz russe qui aujourd'hui finance la guerre en Ukraine. Encore un mot sur Jean-Luc Mélenchon parce que vous le ciblez beaucoup dans vos meetings ces dernières semaines. Anne Hidalgo, il dit que votre seul but désormais dans cette campagne, c'est de l'empêcher d'être au second tour. Est-ce que c'est vrai? Mon but dans cette campagne, je vais parler à nos auditeurs, à vos auditeurs, aux Françaises et aux Français. Mon but dans cette campagne, c'est de faire comprendre quoi? D'abord, vous avez d'un côté Emmanuel Macron qui n'est plus une option pour les gens de gauche qui ont
la générosité, l'humanisme au cœur. On voit bien que les 5 années passées avec Emmanuel Macron ont été très dures socialement et que les 5 qu'il préparerait le seront encore plus vu ces réformes proposées sur la retraite et autres. Et de l'autre côté, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui vient expliquer qu'il serait ce vote utile pour la gauche. Mais c'est une impasse. D'un côté, c'est pas une option et de l'autre côté, c'est une impasse avec Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce qu'il avait 5 ans pour rassembler la gauche s'il le voulait. Il ne l'a pas fait. D'ailleurs, ça fait quelques années qu'il ne se dit plus de gauche, il se dit du peuple. Là, il redécouvre que la gauche, ça existe. Et donc quand il dit ça, quand il dit vous faites tout pour qu'il soit pas au second tour, vous êtes d'accord avec lui ? Et par ailleurs, ce n'est pas du tout une option, c'est une impasse, Jean-Luc Mélenchon, parce que par ailleurs, ses positions, on y revient, sur l'Ukraine, sur les questions internationales, où il confond vraiment les alliés historiques de la France, de l'Europe, avec ceux pour lesquels il a eu tant de complaisance, ou sur les questions de République, sur les questions de laïcité. Mélenchon, c'est pas la même gauche que vous. Écoutez, franchement, moi, je ne peux pas oublier ces images où on le voit affronter des policiers, des magistrats, en expliquant que la République, c'est lui. Ça n'est pas possible. L'état de droit, le respect des policiers, le respect de la justice, le respect de nos institutions, même s'il faut les changer, parce qu'il faut les changer, c'est quelque chose qui doit être au cœur de l'engagement politique de quelqu'un qui voudrait devenir président. Ça n'est pas le cas. Donc, d'un côté, c'est plus une option. Et je sais que, je le dis, je vous le dis, auditeurs et auditrices qui écoutez, je sais qu'en 2017, un certain nombre d'entre vous vous êtes dit, peut-être que du côté d'Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui ressemble à la gauche, qui peut être une option sociale. Vous le savez aujourd'hui, je l'ai dit lors de mon meeting, il vous calcule même pas. Il calcule pas du tout le social. Ça ne fait pas partie ça ne fait pas partie de son logiciel. Et d'ailleurs, il en a apporté la preuve pendant 5 ans. Donc, on n'a pas besoin de se repayer 50 plus. Et de l'autre côté, quelqu'un qui vient aujourd'hui chercher les suffrages de la gauche alors qu'il l'a fracturé et qu'il n'a jamais voulu faire d'alliance ou porter une voix commune, y compris avec les sociodémocrates que je représente, c'est une impasse. Mais ça veut dire, Anne Hidalgo, qu'en 4 seconds tours, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, vous restez à la maison? Moi, je n'ai pas à vous dire aujourd'hui ce que je ferai au second tour. Je sais une chose, c'est que face à l'extrême droite, je serai là, quoi qu'il arrive. De l'autre côté, aujourd'hui, je suis engagée dans ce premier tour qui n'est pas encore terminé et je veux convaincre les Françaises et les Français qu'il y a une gauche républicaine, laïque, écologique, sociale, européenne que j'incarne. Et c'est cette gauche-là que je veux leur proposer. Et c'est celle qui peut créer l'alternative dans le pays. Le climat, le pouvoir d'achat dans un instant après le fil info. Il est 8h40, Solène Crescent. Et puis vos appels également au standard. On compte toujours sur vous. 0809 40 41 42. Vous aurez la parole dans 20 minutes précisément. Cet appel à la vigilance, si vous avez chez vous des Kinder Surprise ou des chocobons, au moins 15 cas de salmonellose recensés en France, la moitié des victimes à moins de 4 ans. Ferrero rappelle plusieurs centaines de tonnes de chocolat fabriqués en Belgique. Le président ukrainien attendu pour la première fois devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, nouvelle visioconférence de Volodymyr Zelensky pour demander plus de sanctions contre Moscou et plus d'armes pour se défendre. Paris et Berlin expulsent plusieurs dizaines de diplomates russes. Mamadou Diallo a quitté aux assises de l'Ain. Il a clamé son innocence pendant tout le procès, accusé du meurtre de Catherine Burgot en 2008, postière à Montréal-Lacluse et enceinte de 5 mois au moment des faits. L'Allemagne met fin à la quarantaine obligatoire pour les positifs au Covid à partir du 1er mai. S'isoler au moins 5 jours reste fortement recommandé. En France, 140 000 cas par jour en moyenne. Le nombre de contaminations se stabilise. France Info. Élysée 2022, les matins présidentiels, Salia Braclia, Marc Fauvel. Toujours avec Anne Hidalgo, la candidate socialiste à l'élection présidentielle. Vous l'avez dit tout à l'heure, depuis plusieurs mois, vous réclamez une baisse de la TVA à 5,5 sur le carburant et le blocage des prix de l'énergie. Pourquoi pas plutôt un chèque énergie comme le fait le gouvernement aujourd'hui, parce que plus ciblé sur les plus modestes? Non, parce qu'un chèque énergie, en fait, ça cible quelques personnes, peut-être parfois des très modestes, mais jamais les classes moyennes. Jamais les classes moyennes. Et moi, je veux vraiment des mesures, d'abord, qui soient simples, qui soient des mesures que l'on peut faire évoluer en fonction, là aussi, de l'évolution des prix et notamment des prix de l'énergie. Et une mesure simple et générale, c'est la baisse de la TVA. C'est d'ailleurs ce que font d'autres pays. Je pense notamment à l'Espagne. Vous savez, un gouvernement
gouvernement, un État, il n'a pas 36 000 solutions pour agir rapidement, massivement et concerner tout le monde, dont les classes moyennes. Parce que baisser la TVA à 5,5, la baisse des taxes. Baisser la TVA à 5,5 pour le carburant, par exemple, ça profite aussi aux riches hommes d'affaires qui a un SUV. C'est l'argument qu'on nous donne toujours. Eh bien, écoutez, c'est réalité aussi. Si ça profite marginalement à quelques-uns qui sont au-dessus en termes de revenus, c'est très bien, mais ceux qui payent le plus parce qu'ils sont les plus nombreux et qui sont les plus soumis à cet impôt qui est le plus injuste, disons les choses, ce sont les classes moyennes et les catégories populaires, et c'est à eux que je pense. Sur le climat, Anne Hidalgo, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans votre projet une mesure que vous êtes la seule à défendre, qu'on ne retrouve pas dans le programme d'un autre ou d'une autre candidate ou candidat? Beaucoup de mesures, en tous les cas. Une mesure, pour moi, une mesure d'urgence aujourd'hui, c'est la mesure sur l'isolation des logements. Ça, presque tout le monde le dit. Non, d'autres en parlent, mais la façon dont j'en parle, les autres ne le font pas. Moi, je veux vraiment mettre le paquet, d'ailleurs, mettre le paquet en urgence, tout de suite, parce que si on prend, et les crédits qui restent aujourd'hui disponibles du plan de relance, environ 5 milliards d'euros par an, plus ce que je veux faire dans ces odyssées industrielles, notamment sur les énergies renouvelables, je mets le paquet rapidement avec des investissements publics très forts qui vont tirer notamment aussi tout le secteur du bâtiment qui travaille justement sur cette isolation, et personne d'autre ne propose cette avance remboursable, c'est-à-dire on paye, c'est la Caisse des dépôts qui avancera les frais pour tous les Français, et ensuite on se rembourse. Comment? L'État, la Caisse des dépôts se remboursera au moment de la vente de l'appartement, et ça je peux vous dire que ça aura un effet massif, à la fois sur le pouvoir d'achat des classes moyennes, à la fois sur l'économie, sur l'emploi, notamment dans ce secteur, et à la fois, bien sûr, sur la question énergétique et sur le climat, puisque ça aura un effet rapide, et ça répond aussi à l'urgence de cette crise liée à la guerre en Ukraine, qui pose la question de la sortie très rapide de notre dépendance aux énergies fossiles. Sur le logement, Anne Hidalgo, vous proposez la création d'un bouclier. Vous dites aucun Français ne doit dépenser plus du tiers de ses revenus pour se loger. Question toute simple, ça concerne aussi bien les locataires que les propriétaires, ou uniquement les locataires? Ah non, uniquement les locataires, bien sûr. Là, parce que les propriétaires... Il y a des propriétaires... Oui, bien sûr, mais les propriétaires, en général, quand ils vont vers l'accession à la propriété, il y a déjà eu un certain nombre de vérifications quant à leur capacité de rembourser un prêt. Je dis pas qu'il faut pas les aider et qu'il faut pas des outils pour aider à l'accession. Comment ça marchera? L'État fera un chèque à la fin de chaque mois quand on dépasse un certain montant? Ça sera une allocation logement, payée comme le sont les allocations logement, sous condition de ressources. On vérifiera bien sûr qu'il y a eu qu'il n'y a pas d'offre de logement en termes de logement social ou même sur le marché privé permettant à la personne de se loger. Mais vous savez, en 30 ans, la part du logement dans le revenu des ménages est passée de 12% il y a 30 ans à 30, voire 40, voire 50% aujourd'hui, notamment dans les zones très tendues. Donc ce bouclier logement, mais la mesure principale pour moi en termes de logement, et ça il y en a peu qui la reprennent, c'est quand même la construction de logements, et notamment de logements sociaux, de logements accessibles, 150 000 logements par an, là où Emmanuel Macron a fait s'effondrer la construction de logements dans notre pays, et notamment la construction de logements. Donc d'abord du logement, et un bouclier logement, et de l'encadrement aussi des loyers. Anne Hidalgo, vous souhaitez le maintien de la retraite à 62 ans avec 43 ans d'annuité d'ici 2035. En fait, votre projet en ce qui concerne la retraite, c'est le statu quo. Non, pas du tout. Mon projet, c'est 62 ans, pas un an de plus. 65 ans, c'est quelque chose de très, très injuste. Très injuste pour qui? Surtout pour les catégories populaires. Celles et ceux qui ont une espérance de vie inférieure parce que leurs métiers sont pénibles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends en considération cette pénibilité qui avait été écartée par Emmanuel Macron. Vous le savez, il avait retiré certains des critères et maintenu d'autres. Les plus importants, c'est-à-dire en septembre 2017, voir l'obsession d'Emmanuel Macron de faire en sorte que ce soit toujours ceux qui triment le plus, qui payent le plus. Et là, il veut réinjecter en septembre 2017, que fait Emmanuel Macron? Il retire des critères de pénibilité, le travail sur des vibrations. C'est vrai que quand on voit des gens avec un marteau-piqueur, on se dit ils ont une espérance de vie
sans doute supérieure à la vôtre ou à la mienne. Ça, c'est une blague, bien sûr. Des postures qui sont des postures pénibles, le port de charge, ou même travailler dans une ambiance où il y a des produits chimiques. Tout ça avait été retiré par Emmanuel Macron. Et donc moi, je rétablis ces critères-là parce que c'est très important de permettre à celles et ceux qui ont travaillé dans ces milieux difficiles, qui ont une espérance de vie très inférieure à la vôtre ou à la mienne, de pouvoir partir plus tôt. Donc c'est pas le statu quo, parce qu'ils pourront partir à 59, à 60 ou à 61 ans. Et je jouerai effectivement à la fois sur les trimestres, mais par la bonification liée à cette pénibilité, et sur l'âge. Marine Le Pen, elle propose qu'on revienne à la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation. Est-ce qu'elle porte pour vous une réforme de gauche? Non, absolument pas. Je pense que d'abord, moi, je porte une réforme qui est raisonnable, responsable, qui tient compte. Je vais pas parler de Marine Le Pen, je vais parler de mon programme. Moi, je porte une réforme qui, elle, est de gauche, parce qu'elle et qui est d'une gauche responsable, d'une gauche qui a conscience aussi, bien sûr, de la gestion des affaires publiques. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, elle fait le plein, par exemple, chez les ouvriers, chez les classes populaires, qui ont, je dis aux ouvriers et aux classes populaires que je connais bien, que regardez bien le programme que je porte. Ce programme-là, il vous concerne. Il concerne les classes moyennes. Il vous concerne, votre pouvoir d'achat. Il concerne le travail. Pas comme le fait aujourd'hui Marine Le Pen. Il concerne dans mes propositions par l'augmentation du salaire. Sur le pouvoir d'achat, par exemple. Si vous me laissiez parler, je serais peut-être audible. Mais non, mais ça fait des mois que vous faites campagne. C'est pas juste ce matin. Je suis désolée. Pourquoi c'était plus audible ? Je ne valide pas cette chose-là. Je suis de cette gauche de gouvernement, celle qui a porté les grandes réformes dans le pays, qui a fait les 35 heures, qui a fait la retraite à 60 ans, qui a fait la CMU, qui a fait toutes les avancées sociales, la reconnaissance des droits syndicaux dans l'entreprise, qui a fait les grandes avancées sociétales. C'est pas l'extrême droite, c'est cette gauche qui est là, que je représente, que j'incarne, qui certes est à la peine, certes doit reconquérir, doit redire quelles sont ses priorités. Je l'ai dit, mes priorités. Mes priorités, ce sont les classes moyennes, les catégories populaires, les jeunes, parce que c'est eux qui, aujourd'hui, payent le prix de toutes les crises. Il y a plusieurs crises. Il y a la crise économique, il y a la crise climatique, il y a aussi cette crise sociale des inégalités, et c'est à eux que je m'adresse. Et le travail que je fais dans cette campagne, c'est justement de remettre ces priorités à cet endroit. Je suis la gauche qui est celle qui, à la fois, protège ceux qui ont besoin de cette protection par l'action publique, et la gauche qui pense aussi l'économie, avec notamment cet enjeu crucial qui est celui du changement climatique. Et ça, regardez dans le programme de Marine Le Pen, c'est no way. Il n'y a rien sur le changement climatique. Il y a des mesures clientélistes sur les plus fragiles, les plus pauvres, mais vous verrez. Enfin, j'espère que vous n'aurez pas à le voir et qu'on n'aura pas à le voir. Moi, ce que je propose, c'est vraiment, et c'est justement aussi de tenir compte de la nécessité de faire fonctionner notre économie, et donc d'être et réaliste et ambitieuse, et de protéger ceux qui doivent l'être, c'est-à-dire les ouvriers, les classes moyennes, les jeunes, parce qu'ils sont en souffrance, et aussi les retraités, je pense notamment aux retraités agricoles. En un mot, Anne Hidalgo, vous pensez qu'elle peut gagner ? Je pense qu'il y a beaucoup de dangers, beaucoup de risques, bien sûr. Vous savez, ça fait 5 ans là qu'on est dans une dépolitisation complète. Ça fait 5 ans qu'on nous explique que les jeux sont faits. Ça fait 5 ans qu'on nous explique que c'est formidable, un pays où la démocratie s'organise entre un homme et des extrêmes. Et vous voyez à quoi ça mène ? À un débat présidentiel qui n'a pas lieu parce que le président le refuse, parce que il refuse de descendre dans l'arène, il refuse même de venir sur le service public, sur France Télévisions, pour participer à une émission, et il voudrait que ce soit remplacé par quoi ? Par des images de son meeting. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer aujourd'hui. Vous croyez que c'est normal ? Vous croyez que les Français peuvent accepter que notre démocratie se soit détériorée à ce point-là, et que ce soit toujours les mêmes qui soient ceux qui bénéficient, c'est-à-dire les très très hauts revenus, les gens qui vont très très bien, et les autres, on les regarde comment ? Avec condescendance et avec mépris ? 5 ans comme ça, vous imaginez ? 5 ans comme ça, dans quel état est notre démocratie, où on se pose la question effectivement de l'accès de l'extrême droite à la présidence de la République ? Anne Hidalgo. Il faudrait qu'il y ait un sursaut. Vous restez avec nous, le fil info 8h51, et on poursuit dans un instant. Solène Crescent, pardon.
L'Élysée a appelé les parents de Jérémy Cohen, jeune homme frappé par plusieurs jeunes et tué, renversé par un tramway à Bobigny en Seine-Saint-Denis en tentant de s'enfuir. Une vidéo devenue virale dément donc la thèse de l'accident. Une enquête est ouverte. 80 plaintes contre Orpea, le leader mondial des maisons de retraite, accusé de mauvais traitements dans le livre Enquête les Fossoyeurs. Des plaintes pour homicides involontaires, notamment une trentaine d'EHPAD du groupe sont visés dans toute la France. À moins de 2 semaines de Pâques, Ferrero rappelle des centaines de tonnes de chocolat à cause de liens possibles avec des cas de salmonellose. 15 cas en France, surtout des jeunes enfants, 8 hospitalisations. Tous sont rentrés chez eux. L'appel du pied de Karim Benzema à Kylian Mbappé pour qu'il vienne au Real Madrid. Son contrat avec le PSG s'arrête à la fin de la saison. On marquerait le double des buts, assure l'attaquant au journal L'Équipe. France Info. Élysée 2022, les matins présidentiels. Salia Braclia, Marc Fauvel. Anne Hidalgo, candidate socialiste à l'élection présidentielle, comme tous les autres candidats à gauche, vous souhaitez aller vers une réduction du temps de travail, sauf que vous ne dites pas... Vous n'écrivez pas à combien. Est-ce que vous toucherez à la durée légale du temps de travail? Non, je l'ai déjà dit d'ailleurs très clairement. Je suis étonnée de cette question. Je ne toucherai pas à la durée légale du travail, mais je laisserai tous ceux qui veulent aller vers des accords qui permettent de le réduire d'y aller, évidemment. La semaine à 32 heures, comme peut le proposer Jean-Luc Mélenchon ou c'est pas. Il y aura pas de loi sur le temps de travail. Je consacre le temps de travail à 35 heures et je consacre aussi la liberté par la négociation dans le public comme dans le privé de pouvoir faire moins pour, par exemple, soulager de la pénibilité ou même pour apporter parce que c'est une bonne chose. Vous savez, il y a quelque temps à Lille, un entrepreneur me disait que pour arriver à recruter et fidéliser du personnel, il avait lui-même procédé à un accord sur les 32 heures. C'est une très bonne chose, mais il n'y aura pas dans ma loi et c'est très clair depuis le début d'ailleurs. À Paris, la justice vient de vous sanctionner sur ce sujet du temps de travail. Depuis le 1er janvier, tous les agents sont censés travailler davantage. Vous leur aviez offert 3 jours de RTT pour compenser ce travail en plus. La justice a dit non. L'opposition de droite à la mairie de Paris vous accuse d'avoir essayé d'acheter la paix sociale avec ces 3 journées de RTT. Qu'allez-vous faire et que lui répondez-vous? D'abord, la loi en question est une loi d'Emmanuel Macron qui justement ne considère pas qu'on puisse avoir des accords qui soient plus favorables que la loi. Qui dit que tout le monde doit travailler 35 heures au minimum. Donc en ce qui me concerne, je reviendrai bien sûr sur cette loi. Dans l'attente, évidemment, j'applique la loi. Et j'applique cette loi comment? En faisant en sorte que on tienne compte notamment de la pénibilité du travail, mais aussi de l'égalité femmes-hommes. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et du coup, vous allez faire quoi? La justice a dit non, les RTT, elles ne sont pas légales. J'applique la loi et donc les agents de la ville de Paris vont travailler davantage. Avec les organisations syndicales et on a mis en place un certain nombre de mesures parce que ce que je dis nationalement, je le pratique aussi localement, des mesures permettant de tenir compte de la pénibilité d'un certain nombre de métiers et aussi de l'égalité femmes-hommes qui est quelque chose de très important pour moi. C'est pas contourner la loi? Non, pas contourner la loi, chère madame. Je vous ai dit, j'applique toujours la loi, mais je fais en sorte que cette loi, qui est très injuste, puisse quand même avoir un bout de justice, notamment pour ceux qui ont des travaux pénibles et pour les femmes. Et vous voyez, c'est très révélateur de ce qu'a été ce quinquennat d'Emmanuel Macron. S'en prendre aux fonctionnaires municipaux qui ont été là, et notamment ceux qui ont des métiers pénibles pendant la pandémie, qui ont tenu le choc, qui ont fait le job, qui sont pas les plus payés dans la République de McKinsey, et s'en prendre à ces personnes-là alors qu'elles font le boulot et aller jusqu'en justice pour empêcher des collectivités de faire ce qu'elles peuvent faire dans leur dialogue social. C'est comme si on venait vous dire ici à France Info, vos accords sur le temps de travail des journalistes, vous n'avez plus le droit de les appliquer. C'est à peu près la même chose. Moi, je revendique le dialogue social vivant, vital, qui permet d'aller au-delà de la loi et je ferai en sorte que cette loi soit abrogée si j'étais présidente, mais c'est bien révélateur de cette façon de voir le monde qu'a Emmanuel Macron avec ses amis de McKinsey. Anne Hidalgo, l'écologiste Sandrine Rousseau met une proposition sur la table, la mise en place d'un délit de non-partage des tâches domestiques pour les hommes qui n'en font pas assez à la maison. Est-ce que c'est une proposition que vous reprenez? Alors moi, je fais une proposition qui est l'égalité salariale pour toutes les femmes et tous les hommes. Je m'y engagerai évidemment fortement. C'est pas la question deviendra. C'est votre réponse. C'est ma réponse parce que j'ai envie de dire aux auditeurs ce que moi je propose. Donc ce que je propose, c'est l'égalité salariale. C'est aussi un congé paternité de 16 semaines, dont 6 obligatoires, à l'image du congé qui existe en Espagne. Le congé paternité qui était doublé
déroulée déjà par le président de la République. Oui, enfin, je propose donc 16 semaines. C'est bien de vous faire ce porte-parole des autres candidats. C'est notre rôle de vous apporter la contradiction. C'est pas une si vous voulez contradiction. juste donner tout votre programme, allez-y. 16 semaines, dont 6 obligatoires, et je mets aussi en place une grande loi sur notamment la lutte contre les violences faites aux femmes. Et sur le délit de non-partage des tâches. Quant à la proposition de Sandrine Rousseau, je risquerais d'être condamnée aujourd'hui puisque je fais rien à la maison. Voilà. Donc je reprendrai pas évidemment cette criminalisation de la vie domestique. C'est votre mari qui fait tout. Il fait tout. Oui, vous êtes en campagne. Voilà. Bon. Pas que quand je suis en campagne. Anne Hidalgo, vous restez avec nous dans 5 minutes précisément. Les questions des auditeurs et des téléspectateurs de France Info. Vous nous appelez pour ça au standard. C'est le 0809 40 41 42. C'est un appel évidemment qui n'est pas surtaxé. Vous aurez la parole dans tout juste 5 minutes. À tout de suite. Merci Salia Braclia et Marc Fauvel. Le monde horrifié par les atrocités à Boutcha, dans la banlieue de Kiev. Le président ukrainien s'est rendu sur place et dénonce un génocide. Les Occidentaux promettent de nouvelles sanctions. La France et l'Allemagne ont déjà expulsé des dizaines de diplomates russes. Nathan Rama-Hérisson. Un président ukrainien au visage marqué, dévasté par ce qu'il voit. Hier à Boutcha, Volodymyr Zelensky a qualifié de génocide le massacre des centaines de civils. Ce sont des crimes de guerre et ils seront reconnus par le monde comme un génocide. Vous êtes ici et vous pouvez donc voir ce qu'il s'est passé. Nous savons que des milliers de personnes ont tué et torturé, déchiré des membres, violé des femmes et tué des enfants. Partout dans le monde, les réactions se succèdent pour condamner l'horreur de Boutcha et d'Irpin. L'Allemagne a décidé d'expulser une quarantaine de diplomates russes, la France 35. De son côté, le président américain Joe Biden réclame un procès pour crime de guerre contre Vladimir Poutine. Ce type est brutal. Et ce qui se passe à Boutcha est scandaleux. Tout le monde l'a vu. La Russie, elle, nie les accusations et dénonce des vidéos falsifiées par les Ukrainiens. Quelques jours après le départ des militaires russes, conformément au plan et accord conclus, une mise en scène a été fabriquée à Boutcha. Les représentants ukrainiens et leurs mécènes occidentaux la diffusent sur toutes les chaînes et les réseaux sociaux. Mais selon ces images satellites analysées par le New York Times, les corps des civils retrouvés gisaient déjà dans les rues de Boutcha le 19 mars, alors que les Russes occupaient encore la ville. Dans le reste de l'actualité en France, on en vient à l'affaire Jérémy Cohen, ce jeune homme de confession juive qui est mort écrasé par un tramway à Bobigny, près de Paris. C'était en février dernier. Selon sa famille, une agression est à l'origine de la fuite de Jérémy en direction des rames. À la demande d'Emmanuel Macron, l'Élysée a appelé ses parents pour leur faire savoir que la justice mettra tout en œuvre pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Alors, est-ce que Jérémy Cohen a été tabassé parce qu'il était juif? L'avocat de sa famille nous a apporté de nouvelles précisions sur l'enquête. Il était notre invité ce matin. Pour l'instant, on ne peut pas répondre ni par l'affirmative ni par la négative. Maintenant, nous savons que Jérémy est d'origine juive et nous savons qu'une kippa, une calotte juive, donc signe distinctif, a été retrouvée près de son corps par la police. Est-ce que ce signe distinctif univoque a été à l'origine du passage à tabac? On le saura, en tout cas la famille l'espère, dans les semaines ou les mois à venir, grâce à l'enquête sous contrôle du magistrat instructeur. Vous avez une conviction sur le sujet? Aucune. La mesure avait été annoncée en septembre par Emmanuel Macron. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous faire rembourser des consultations chez le psychologue par la Sécurité sociale. 8 séances au total sur une année. Le tarif est plafonné à 40 € pour la première séance, puis 30 € pour les suivantes. Pour le moment, seuls 5% des libéraux se sont manifestés pour participer à cette initiative. Après les heures de dimanche, Gérald Darmanin reporte les discussions sur l'avenir institutionnel de la Corse. L'entourage du ministre de l'Intérieur a expliqué que les conditions d'un dialogue normalisé n'étaient guère réunies. Hier encore, de nouvelles manifestations à Ajaccio et à Bastia ont dégénéré. Voilà 2 semaines qu'Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, est décédé.
Un mot d'économie, une grosse prise de participation d'Elon Musk propulse Twitter en bourse. L'action s'est envolée de 27% après l'annonce du patron de Tesla d'avoir acquis 9% du capital du réseau social. Il devient donc le plus gros actionnaire du groupe, d'après les données de Bloomberg. Le milliardaire s'exprime très fréquemment sur la plateforme et suscite parfois la polémique. On en vient maintenant sur le front de l'épidémie. On en parlait hier. En France, le Covid semble ralentir. Eh bien, c'est tout l'inverse au Royaume-Uni. Un record de contamination la semaine dernière avec près de 5 millions de malades et des conséquences importantes sur le fonctionnement des entreprises. Forcément, le Premier ministre Boris Johnson et sa politique sont pointés du doigt. Tout de suite, les matins présidentiels. Anne Hidalgo répond aux questions des auditeurs de Marc Fauvel et de Salia Braclia. Élysée 2022, les matins présidentiels, on vous répond. Une demi-heure face aux auditeurs et aux téléspectateurs de France Info pour Anne Hidalgo qui passe à son tour son matin présidentiel sur France Info. Bonjour Patrick. Oui, bonjour à tous et bonjour aux auditeurs et bonjour à Anne Hidalgo. Bonjour. Vous êtes employé de banque du côté d'Amiens, on vous écoute. C'est ça, c'est tout à fait ça. J'avais une question extrêmement simple et j'aimerais avoir une réponse directe et simple. Madame Hidalgo, vous serez donc présidente de la République. Maintenez-vous les régimes spéciaux de retraite ou les réformez-vous ? Je ne m'attaque pas aux régimes spéciaux. Je ne m'attaque pas aux régimes spéciaux parce que je pense que c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est vraiment de protéger, préserver ceux qui ont eu des métiers pénibles, je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'ils puissent partir même avant 60 ans, de maintenir un niveau de pension et même d'élever bien sûr le niveau de pension puisque je mettrai une retraite contributive à 1 200 €, mais je ne touche pas aux régimes spéciaux. C'est de l'ordre du dialogue syndical, du dialogue social dans les entreprises qui ont encore des régimes spéciaux. Gaylor, qui est lecteur du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire, nous attend au standard. Bonjour Gaylor. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. Je me présente, donc je suis Gaylor, je suis enseignant. Et vous enseignez quoi? J'enseigne l'EPS en Loire-Atlantique. Et depuis un certain temps, les enseignants expriment de plus en plus de difficultés. Ils se sentent démunis, contraints de faire avec les moyens qu'ils ont. Et j'aurais voulu connaître votre position sur l'école actuelle. Quelles solutions comptez-vous apporter dans les années à venir ? Bien sûr, l'école d'abord c'est la base de tout. Elle doit revenir au cœur du village, au cœur de nos quartiers, et on doit repartir de là pour reconstruire cette société qui va si mal et permettre à tous les enfants de la République de pouvoir réussir par l'école, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ça veut dire d'abord pour les enseignants reconnaître leur rôle, les considérer et les mettre au niveau de salaire auquel ils doivent être. Ce sont des cadres, je veux les mettre au niveau de rémunération des cadres à 2 350 € par mois, et au-delà de ça, moment de la carrière au moment quand il rentre dans la carrière. Aujourd'hui, par exemple, un professeur des écoles rentre à 1 700 € une fois passé son année de stage, alors qu'il a un bac plus 5 en général, et que c'est, je veux les remettre vraiment à ce niveau-là. Puis bien sûr, une négociation pour l'ensemble du corps enseignant pour qu'on puisse, comme pour la fonction publique, revaloriser leur salaire. Mais est-ce que vous considérez que les enseignants doivent travailler davantage? Mais non, écoutez, franchement, cette façon d'attaquer les enseignants, comme cela a été fait par Emmanuel Macron, sur le fait qu'ils ne travailleraient pas alors qu'ils sont là, c'est les passeurs, c'est les transmetteurs, c'est des hussards de la République. Ils font un boulot sans moyens. Et vous savez, le projet d'Emmanuel Macron sur l'école, c'est quand même de diminuer considérablement les moyens de l'école publique. Il se passera quoi? Les gens, les classes moyennes qui veulent que leurs enfants réussissent, les autres aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se saigner encore plus pour payer le privé, pour payer de l'enseignement privé. C'est ça son projet. Vous en recrutez davantage. Et
J'en recrute bien sûr davantage, et surtout aussi je laisse aux profs la possibilité d'aller vers ces pédagogies innovantes, inclusives, sur lesquelles ils sont bridés. Ils reçoivent des circulaires tous les 4 matins en leur expliquant ce qu'ils doivent faire, ne pas faire. On ne les laisse même plus libres d'imaginer la pédagogie dans leur classe. Donc c'est vraiment soutenir l'école publique, parce que c'est la base, le creuset de la République pour la réussite de tous nos enfants, et bien sûr par la considération des profs et par l'ouverture des pédagogies et les moyens laissés à l'école. Et je vous assure, Emmanuel Macron, dans 5 ans, il n'y a plus d'école publique. Son projet, quand il dit l'autonomie, dans chaque école, on pourra rémunérer, recruter les étudiants comme on veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des écoles pour les riches et des écoles pour les pauvres. C'est ça son projet. Et tous ceux qui voudront que leurs enfants réussissent vont être obligés de faire encore plus d'efforts financiers pour aller justement les mettre dans les bonnes écoles. C'est pas mon projet pour la République. Je pense que ça la fracturerait encore plus. Je le dis, moi je viens de l'immigration espagnole, je suis fille d'ouvrier, on n'est pas très nombreux à être candidat à cette élection présidentielle et même à être dans les fonctions que j'occupe venant de ce milieu-là. Eh bien, je vous le dis, je n'aurais jamais réussi sans l'école de la République, et je voudrais que tous les enfants de France puissent avoir à nouveau cette chance, celle que j'ai eue lorsque je suis arrivée en France dans les années 60. On file du côté de Lille, où nous appelle Shafik. Bonjour Shafik. Bonjour. 33 ans, Bonjour. Gérant d'un centre auto, c'est ça? C'est ça. Et vous avez une question pour Anne Hidalgo, c'est ça aussi? Exactement. On vous écoute. Bienvenue. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, parfait. Donc, moi j'avais une petite question au sujet donc des activités de notre activité. Donc nous en tant que PME par exemple, avant cette crise sanitaire, notre situation financière était, on va dire, très fragile et était normale, voire fragile, avec une trésorerie correcte. On a pu bénéficier de certaines aides, donc qui effectivement ça nous a donné un bol d'air, quoi. On a pu respirer un petit peu. Aujourd'hui, Madame Hidalgo, présidente, qu'est-ce que vous faites pour ces PME ou je sais pas comment poser ma question, mais est-ce que tout simplement vous allez faire quelque chose? Il va falloir rembourser ces PGE. Vous, Shafik, c'est votre cas. Vous avez pris un prêt garanti par l'État, un PGE de combien dans votre entreprise? Eh ben, c'était, on est sur 3 structures. Ouais. On était sur 40 ou 50, je crois. 40 ou 50 000 euros. Ouais, c'est ça. D'accord. Anne Hidalgo. Oui, d'abord, il y a eu des aides, vous l'avez dit, le chômage partiel pour les salariés, très bonne chose, ça s'est passé dans toute l'Europe, c'était pas un sujet spécifiquement français et c'était une bonne réponse. Il y a eu ces PGE qui, en fait, doivent être remboursés et bien sûr qu'à l'époque, on a dit, un certain nombre d'entre nous, les responsables politiques, que, attention, le moment du remboursement allait venir et qu'il fallait quand même soutenir l'économie. Donc, je suis pour soutenir l'économie. Vous êtes dans un secteur d'ailleurs qui va être en pleine mutation, le secteur de l'automobile. Il faut qu'on vous accompagne vers la mobilité électrique. Moi, je propose par exemple un leasing social pour que les personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas se passer de leur voiture pour aller travailler, je pense surtout dans le milieu rural, qui ne peuvent pas acheter la voiture électrique parce qu'elle est trop chère, qu'elle puisse social, passer par un leasing 50 social. Euros, 100 euros par mois. C'est 75 euros par mois qui permettrait effectivement d'avoir une voiture électrique. Et je veux m'appuyer par exemple sur des entreprises comme la vôtre, mais il faut qu'on soutienne l'économie dans la crise qui est là, qu'on reprenne effectivement en considération le fait qu'il y a des entreprises qui, malgré les aides pendant la période Covid, ne vont pas pouvoir les rembourser et qu'il va falloir les soutenir et soutenir l'emploi, mais accompagner aussi leur transition, notamment dans le secteur automobile. Moi, j'ai proposé ces odyssées industrielles, dont une sur la mobilité. Et vous, en tant que PME dans ce secteur-là, vous serez bien sûr concerné par cette odyssée industrielle sur les mobilités. Un passage par le fil info à 9h10 avec Solène Crescent et on poursuit dans un instant avec les auditeurs et téléspectateurs de France Info face à Anne Hidalgo.
Ferrero rappelle plusieurs centaines de tonnes de chocolat suspectés d'être contaminés à la salmonelle, une bactérie. 15 cas recensés en France, la plupart de jeunes enfants qui ont mangé des Kinder Surprise ou des chocobons. 8 hospitalisations, tous sont rentrés à la maison. L'équipe de la Croix-Rouge, bloquée près de Mariupol en Ukraine, vient d'être libérée. Elle doit mettre en place des évacuations de civils, toujours bloqués dans cette ville du sud de l'Ukraine, bombardée, en partie détruite par l'armée russe. Pour Anne Hidalgo, voter Jean-Luc Mélenchon est une impasse. La candidate socialiste, invitée des matins présidentiels de France Info, à 5 jours du premier tour, accuse le candidat France Insoumise d'avoir fracturé la gauche. Anne Hidalgo assure qu'elle sera là, quoi qu'il arrive, face à l'extrême droite. Après l'épisode de gel sévère de la nuit dernière, le Premier ministre Jean Castex, dans le Tarn-et-Garonne cet après-midi, avec le ministre de l'Agriculture auprès des arboriculteurs. Et puis c'est un chiffre record, 80% des automobilistes utilisent leur téléphone au volant, en augmentation de plus de 11 points par rapport à l'année dernière. France Info. Élysée 2022, les matins présidentiels. On vous répond. Salia Braclia, Marc Fauvel. Toujours avec Anne Hidalgo, candidate socialiste à l'élection présidentielle. Arnaud nous appelle de Seine-Maritime. Il est commerçant. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour. Anne Hidalgo bonjour, vous écoute. Hidalgo. Bonjour. Bonjour, je me permettais de poser une question puisqu'en fait la plupart des candidats de gauche, vous y compris, proposent une forte augmentation du SMIC qui va aller entre 10 et 20%. 15 pour moi, oui. Oui, voilà. Donc évidemment, ça va être financé par les entreprises privées puisque ça n'appartient pas au domaine de l'État. Que proposez-vous et comment allez-vous justement aider les petites structures qui vont devoir payer des sommes quand même conséquentes? Je parle des petites entreprises surtout, sachant que moi j'ai 5 salariés. Si je fais le calcul, s'il y avait une hausse de 20%, ça me fait un poste. Donc ça veut dire en gros, si je veux garder la même masse salariale, il faut licencier une personne. Mais vous avez raison de poser la question des petites et moyennes entreprises. Personne ne parle du financement de cette hausse du SMIC au niveau du privé. Donc voilà, c'est surtout j'aimerais bien savoir c'est ce que vous proposez pour pallier ce problème. Alors réponse concrète. Merci beaucoup Arnaud. D'abord, le modèle dans lequel je m'inscris, c'est un modèle où on crée de la valeur, où on paye le travail. Aujourd'hui, dans notre pays, les salaires sont beaucoup trop faibles. Il y a eu vraiment un retard pris sur les bas salaires. Si les 10% des salaires les plus faibles avaient suivi le même rythme que les 10% des salaires les plus élevés, le SMIC serait 15% au-dessus. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans notre pays avec un SMIC. Donc il faut ce rattrapage-là. Pour moi, c'est 200 € net par mois. Bien sûr que dans une économie où on paye mieux, l'économie fonctionne aussi mieux. Ça veut dire plus de consommation. Ça veut dire aussi des rentrées de cotisations pour nos régimes sociaux, pour aussi les impôts qui permettent de financer les grands services publics. Pour les PME et les artisans, il faut bien sûr les accompagner parce que c'est plus difficile dans une toute petite entreprise ou même lorsque vous avez 5 salariés par exemple, c'est beaucoup plus difficile que dans une grande entreprise où il y a d'autres marges de manœuvre. Donc je l'accompagnerai notamment toujours bien sûr par la question des cotisations et par la question aussi pour ces petites et moyennes entreprises par l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que la hausse du SMIC de 15% que vous prenez, Anne Hidalgo, sera compensée par une baisse équivalente des charges patronales? C'est pas les charges patronales, c'est des aides qui permettront de passer ce cap-là parce qu'il faut aussi des cotisations pour pouvoir financer diminuer les impôts sur la société. Je ne diminue pas la globalité des impôts sur la société, je reste sur le niveau actuel, autour de 33%, mais pour les PME, les artisans, là, il y a des aides spécifiques qui viendront accompagner. En plus, chez les artisans, je compte aussi beaucoup sur eux pour qu'ils soient présents dans ce grand plan très ambitieux que je veux de développement des formations alternance post-bac, où là, j'aurais besoin vraiment aussi des entreprises pour pouvoir accueillir les jeunes en formation, notamment pour des cursus d'enseignement supérieur. Au standard de France Info, Claire nous appelle des Hautes-Alpes. Bonjour Claire, bienvenue sur France Info. On vous écoute, vous êtes secrétaire comptable, me dit la petite fiche devant moi. Vous avez 60 ans, c'est ça, je dis pas de bêtises? Non. Bon, jusqu'ici tout va bien. Et vous avez une question pour Anne Hidalgo. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. Voilà ma question. Comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'union de la gauche?
comment se fait-il que la perspective d'un deuxième tour avec l'extrême droite, comme en 2002, comme en 2017, se profile? Merci de votre réponse. Faut-il entendre dans vos propos, Claire, les propos d'une électrice de gauche? Oui. Oui. Qui sait pour qui elle va voter dans 5 jours? Qui savait avant l'intervention de Madame Hidalgo, qui ne sait plus très bien. C'est-à-dire, vous pensiez voter pour qui et vous pensez voter pour qui maintenant? Je voulais voter pour elle. Du coup, je me disais, je vais voter Monsieur Mélenchon parce que c'est la perspective pour un deuxième tour avec une gauche présente. Mais avec ce qu'elle a dit sur l'Ukraine, voilà, je suis à nouveau indécise. Bon, il est 9h16, il vous reste 12 minutes pour tenter de vous faire. Et 5 jours surtout. Si je peux vous convaincre, merci en tous les cas. Si je peux vous convaincre, vous savez bien sûr que ça serait très long de faire l'état de ce qui nous a amené là, une explosion de la gauche, de la droite, un bilan qui en 2017 n'a pas pu être porté, et puis sans doute aussi quelques erreurs. Mais en même temps, regardez, vous avez cette gauche, celle dans laquelle je m'inscris, qui est républicaine, laïque, sociale, européenne, qui est une gauche de gouvernement, qui est présente dans toutes les régions, dans les départements, dans les villes. J'ai autour de moi une équipe de France des maires, une nouvelle génération d'élus, qui est en train de transformer quand même la vie de notre pays en conjuguant toujours la justice sociale, la transition écologique et la démocratie. Il y a là une équipe de femmes et d'hommes, et j'ai l'honneur de porter cette ambition-là, qui est prête à relever le défi, prête à reconstruire une offre politique qui ne soit pas sectaire, qui s'ouvre sur le mouvement syndical, sur le mouvement social, qui soit vraiment ouverte aussi à cette générosité qui existe dans notre pays, qui reparle aussi aux catégories populaires, aux classes moyennes, qui refasse de la question de l'égalité le sujet majeur. Je crois qu'il y a aujourd'hui dans notre pays cette possibilité-là. Je l'incarne, je la porte. Pendant ces 5 dernières années, vous savez, mon plus grand regret, c'est sans doute de ne pas m'être plus impliquée dans la vie politique nationale. Comme beaucoup de maires et d'élus, j'ai travaillé dans ma commune. Vous aviez dit ce sera Paris et rien que Paris. Bien sûr, j'ai vraiment travaillé pour ma commune, j'ai travaillé d'arrache-pied pour la transition écologique, pour la justice sociale. Aujourd'hui, je suis parti trop tard dans la campagne. Non, c'est pas je suis parti trop tard, mais je pense qu'il faut, et je le dis souvent à mes amis de cette équipe de France des maires, il faut que toute cette génération-là qui est connectée, qui est en prise réelle avec vous, avec tous les citoyens et citoyennes qui nous écoutent et qui ont envie d'une gauche, qui ont envie d'une alternance dans le pays, je vous le dis, venez nous aider à construire cela. Je vous assure, vous ne le regretterez pas, parce que ce que l'on vient de vivre, Emmanuel Macron avait dit plus jamais un candidat face à une extrême droite, et on se retrouve avec 2 extrêmes droites, et on se retrouve avec une gauche complètement fracassée, fracturée. Pourquoi? J'y étais moi à la réunion du mois d'avril dernier, quand toute la gauche a essayé de se rassembler. Pourquoi elle s'est pas rassemblée? Parce qu'il y avait les amis de Jean-Luc Mélenchon qui nous disaient c'est derrière nous ou rien. C'est pas possible. On doit pouvoir travailler en confiance, ouvertement, et sans sectarisme. Non, je voudrais qu'on redonne la parole à Claire, Anne Hidalgo, pour pouvoir avancer. Si vous le permettez. Claire, dimanche, au moment de rentrer dans le bureau de vote, si vous allez voter, bien sûr, le critère déterminant qui fera que vous irez y déposer un bulletin Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon ou d'un autre candidat, ce sera quoi? Au départ, c'était l'union. Ça, c'est mal parti. Oui. Trouver l'union, voilà. Oui. Donc, je pense que ça va être le programme. Voilà, ce que vient de dire Madame Hidalgo. Aidez-nous, peuple de gauche, aidez-nous à reconstruire quelque chose qui vous rende fiers. Voilà, soyez fiers de cela. Gâchis. Merci. Quel gâchis, a dit Claire. Quel gâchis. Mais voilà, on peut enrayer ce gâchis. On peut enrayer ce gâchis. Je vous assure, ça ne dépend que de nous. Merci beaucoup à Claire qui nous appelait du côté des Hautes-Alpes. Vincent de Lille, vous patientez encore une toute petite minute si vous êtes là? Oui. Merci. Oui, merci. Le fil info 9h20, on vous prend juste après. Solène Crescent. Après le retrait russe autour de Kiev et les corps de civils découverts, l'Ukraine se prépare à une attaque massive dans l'est du pays. Pour la Maison-Blanche, cette nouvelle phase de la guerre en Ukraine pourrait durer des mois ou plus. Le président Volodymyr Zelensky est attendu devant le Conseil de sécurité de l'ONU en visioconférence. L'Élysée a appelé les parents de Jérémy Cohen, ce jeune homme tué, percuté par un tramway, alors qu'une vidéo le montre en fuite après s'être fait frapper par plusieurs jeunes. Marine Le Pen estime ce matin que c'est un acte antisémite
antisémite qui a tenté d'être caché. Mamadou Diallo a quitté aux assises de l'Ain. Il a clamé son innocence pendant tout le procès, accusé du meurtre de Catherine Burgot en 2008, postière à Montréal-Lacluse et enceinte de 5 mois au moment des faits. Un temps, l'acteur Gérald Thomasin a été accusé. Il est porté disparu. Jusqu'à 8 séances de psychologie remboursées. La plateforme Mon Psy ouvre aujourd'hui. Première séance à 40 €, les suivantes à 30 €, prise en charge par la Sécurité sociale et la Mutuelle. France Info. Élysée 2022, les matins présidentiels. On vous répond. Salia Braclia, Marc Fauvel. J'espère que Vincent est toujours là. Mais oui, justement, je vais me poser la question. Vincent, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là, merci. Et vous avez bien patienté pendant le fil info. Anne Hidalgo vous écoute pour votre question. Ok. Merci Marc et merci Salia pour ces rendez-vous qui sont très éclairants. Merci à vous, Vincent. Moi j'avais une question pour vous, Madame Hidalgo, oui. qui poursuit un petit peu celle de Claire, je pense. Qu'imaginez-vous pour vous-même à partir de lundi prochain, c'est-à-dire, je pense, pour vous, est-ce que vous retournez tranquillement, j'allais dire entre guillemets, à la mairie de Paris, ou est-ce que vous essayez de continuer cette dynamique de reconstruire la gauche? Est-ce que vous avez un destin plus national que local désormais? Vous savez, bien sûr, j'aime Paris et je m'occuperai de Paris forcément parce que c'est ma mission. Mais je veux vraiment m'impliquer dans cette reconstruction de la gauche pour que la gauche revienne un jour au gouvernement le plus rapidement possible dans notre pays. Vous savez, je suis surtout inquiète par ce qui se passera le jour d'après. Je ne sais pas ce qui arrivera le jour d'après, et notamment pour le pays, et c'est ça qui m'inquiète le plus. On peut avoir 5 ans à nouveau d'un libéralisme inhumain qui continue à faire peser sur les classes moyennes, sur les jeunes, qui tournent le dos à l'écologie, à la transition écologique. Ça, c'est un schéma avec Emmanuel Macron. Et on peut avoir, parce que c'est vrai que cette menace est là, un destin de chaos total avec l'extrême droite. Je suis une femme politique, une responsable politique. Je suis animée par mes convictions et mes idées. Je continuerai à porter cela. Vous savez, mais ça, vous le porterez depuis la mairie de Paris pour répondre à la question. J'aurais pu ne pas être candidate. Pourquoi j'ai été candidate? Parce que je sais que cette gauche est à la peine, parce que je pense, moi, à mes origines, je pense à ma famille, je pense à toutes celles et ceux qui s'en sortent quand la gauche arrive au pouvoir, parce que c'est la gauche qui porte les droits sociaux, les droits des travailleurs, les droits des plus fragiles. Nous sommes leur voix. Et cette gauche qui accepte de se retrousser les manches et de se coltiner aux responsabilités, c'est celle dans laquelle je m'inscrirai. Mais ça sera collectif. La question de Vincent Anne Hidalgo. Mais bien sûr, vous serez toujours maire de Paris lundi matin, quel que soit le résultat. Bien sûr, ça c'est clair. Et c'est vous qui, comme le veut la tradition républicaine, accueillerez le nouveau président à la mairie de Paris, quel qu'il soit. Si au second tour, si vous n'êtes pas élu, quel qu'il soit, vous l'accueillerez. Mais surtout, je serai cette femme engagée dans un collectif, parce que pour moi, la gauche, c'est d'abord du collectif. C'est pas des destins individuels. C'est de ça aussi, sans doute, dont on pâtit aujourd'hui, des égos surdimensionnés qui ne se mettent jamais au service du collectif. Et là, il faut une nouvelle génération qui vienne, et que la génération qui est la mienne et celle qui a aussi été, je pense à Martine Aubry, je pense à Bernard Cazeneuve et à bien d'autres, qu'elle soit là aussi pour accompagner, pour transmettre et permettre vraiment de relever avec fierté. Et je le dis aux gens de gauche, soyez fiers d'avoir porté toutes ces réformes. Ne vous laissez pas envahir ni par le doute, ni par une forme de raser les murs parce que vous n'auriez rien apporté. Sans cette gauche que nous incarnons, que j'incarne, la République ne serait pas ce qu'elle est. Donc soyez fiers, on va se relever. Vraiment, les grandes idées ne meurent jamais, vous savez. 2 minutes. Anne Hidalgo pour un dernier détour au standard. Oui, une lectrice du Parisien aujourd'hui en France, c'est Soraya qui nous appelle. Vous avez 41 ans. Bonjour Soraya. Oui, bonjour. Je viens de Montreuil. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à la santé. Dans votre programme, vous parlez de mettre l'accent sur la prévention dans les maladies chroniques. Et aujourd'hui, il existe des disciplines qui font cette prévention en s'attaquant à l'hygiène de vie, mais elles ne sont pas remboursées par la CPAM et très peu par les mutuelles. Et pourtant, certaines elles se basent sur des études sérieuses, elles sont enseignées à l'université. Et est-ce que vous comptez encourager certaines de ces pratiques, notamment en proposant une prise en charge par la sécurité sociale? Pour être parfaitement clair, vous parlez de quelles pratiques, Soraya?
En fait, de plusieurs, mais la micronutrition, la naturopathie, après tout ce qui est psychologique également. Moi, je mettrais... Il y a une info là-dessus sur France Info ce matin, sur les petits remboursés. Oui. D'abord, je mettrais bien sûr en place une grande politique de santé publique. On n'a pas eu le temps beaucoup d'en parler dans cette campagne, mais je pense que beaucoup de maladies chroniques pourraient effectivement se résoudre avant que la maladie ne se déclare, si on avait une alimentation plus saine, si on avait une hygiène de vie, si on pouvait aussi, bien sûr, pratiquer beaucoup plus d'activité physique. Donc, je mettrais l'accent sur une grande politique de santé publique. Et puis, il y a un certain nombre de pratiques. Vous avez parlé des psychologues qui doivent pouvoir être remboursés. On les regardera évidemment au cas par cas. Mais je compte vraiment sur cette politique de santé publique. Vous savez, quand on prend la différence d'espérance de vie en bonne santé entre la Suède et la France, on voit qu'elle est considérable. Pour un homme, elle est environ de 7 à 8 ans d'écart. Et ça tient à quoi? Aux politiques de prévention qui sont menées en Suède depuis très très longtemps, parce qu'ils ont des politiques de santé publique que nous n'avons pas ici en France. Donc je la mettrai en œuvre. Merci à Soraya. Bienvenue à Michel, 73 ans, qui nous appelle de Bretagne. Bonjour Michel. Bonjour. Comment allez-vous et quelle est votre question? Très bien. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. Je vous écoute. Je voulais vous poser une question sur si vous êtes présidente française, automatiquement vous devenez présidente de l'Europe, étant donné que la présidence européenne est à la France. Pour les 2 mois restants, vous comptez faire vos actions, quelles seront-ils? D'abord, vraiment mettre l'accent sur la protection qu'on doit aux Européens et aux Européennes. Donc, il y a la guerre en Ukraine. Il faut cesser cette guerre en Ukraine. Comment? En étant beaucoup plus ferme avec Vladimir Poutine. Je l'ai dit tout à l'heure, arrêt des importations de gaz. Il faut avancer très vite vers cette Europe de la défense. Aujourd'hui, on voit que l'Allemagne a bougé, ce qui est une très bonne chose parce que c'est aussi ce couple franco-allemand qui fait bouger les choses. Il faut mettre en place aussi des protections économiques autour de l'Europe. L'Europe peut pas être une passoire par rapport au marché, je pense à la Chine ou même aux États-Unis. Et puis, il faut aussi que cette Europe protège beaucoup mieux les classes moyennes, les travailleurs, les jeunes, et donc des grands plans. Ce que je dis pour la France, c'est-à-dire un grand plan, des odyssées industrielles qui nous permettent de reprendre des projets ambitieux pour notre jeunesse, pour l'industrie européenne, pour nous redonner de la souveraineté, je les porterai avec beaucoup de détermination. Merci à Michel, Soraya, Claire, Arnaud, Vincent, tous les autres qui nous ont appelés nombreux ce matin au standard de France Info. Merci, oui, ça pourrait faire le titre d'un film, je crois que ça a déjà été fait il y a quelques décennies de ça. Merci à vous.